Merci de nous accueillir au centre de crise pour cette interview avec la revue Alternative Humanitaire. Donc voilà, je suis accompagné de Virginie Troy. Le Fonds Croix-Rouge, depuis le début, est un partenaire de cette revue que l'on a lancée l'an dernier. On a mis quand même 2 ans à la préparer et on est très heureux qu'elle se place maintenant dans un accès libre, en anglais, en français, sur Internet et puis sur papier. Je vois d'ailleurs que la revue est sur ton bureau, Patrice. Bravo. Merci. Alors, on souhaitait revenir sur cet événement et cette démarche partenariale entre le centre de crise et des fondations d'entreprises. Alors, je rappelle à nos interlocuteurs que toutes les fondations françaises, ce n'est pas le cas de toutes les fondations européennes, mais toutes les fondations françaises et tous les fonds de dotation sont inscrits dans l'intérêt général. C'est un point très important. Et effectivement, il y a des entreprises et puis il y a des fondations d'entreprises et elles sont dans l'intérêt général. Alors, on a donc eu cette séance de signature avec le ministre, organisée par le centre de crise le 19 décembre. Et voilà, quel est l'intérêt de cette démarche? Quelles sont ces motivations qui poussent le centre de crise à aller dans ce sens-là? D'abord, félicitations pour l'initiative de créer Alternative Humanitaire. Je crois que c'est une revue intéressante. Il faut qu'il y ait un débat. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi de la façon d'animer le débat entre l'État, les entreprises, les ONG, pour avoir sur tout ce qui concerne l'humanitaire une réflexion commune, collective. Alors, nous avons procédé de manière empirique. Donc, on n'est pas parti de l'idée qu'il fallait absolument travailler avec des fondations d'entreprises ou des entreprises. Je crois que c'est petit à petit que les choses se sont faites. L'idée est sans doute apparue historiquement d'abord dans le secours qu'on peut apporter aux Français à l'étranger, dans des crises, avec notamment la fondation Airbus. Alors, je ne vais pas citer toutes les fondations, il n'y a pas de préférence dans les propos que je vais tenir, mais pour obtenir par exemple des heures de vol, d'hélicoptères, d'avions, pour pouvoir faire des reconnaissances et donc apporter un soutien, soit à des États, soit à des personnes, pour donc apporter le meilleur appui, la meilleure protection possible, ou le meilleur secours. Donc c'est des idées qui se sont bâties petit à petit au fil du temps. De la même façon, lorsque nous avons monté des projets humanitaires, nous nous sommes rendus compte que la France étant un bailleur relativement modeste de l'action humanitaire, mais recherchant l'efficacité, nous avons dans certains projets, notamment à Bardarache, dans le nord de l'Irak, inventé des nouveaux procédés. Donc on a fédéré des efforts avec des organisations internationales, des ONG, avec nos financements, des régions de France, en l'occurrence la région PACA pour les écoles de Bardarache, des entreprises pour construire des écoles, des fondations d'entreprises, dont la fondation Mérieux pour tout ce qui concerne le médical, pour la fondation Veolia pour ce qui concerne l'eau. Et donc petit à petit on s'est aperçu que c'était bien, voilà, que ça permettait de déployer des efforts accrus, de fédérer. Et je crois que fédérer c'est très important puisqu'on est dans un devoir de solidarité et d'engagement, de voir quels sont les meilleurs moyens de faire. Et donc on a petit à petit bâti, à partir d'exemples différents, multiples, une vision. Alors c'est un échange, c'est pas nous qui avons toutes les idées, on a des idées en commun. Et je crois que c'est ça qui est important. Les idées viennent des entreprises, viennent des fondations, viennent de nous, viennent des ONG, on échange et on voit ce qui est bien. Et donc on a développé cette approche avec l'idée que plus on est à travailler dans la même direction, mieux on réussit, plus on est efficace. Et voilà, donc ces fondations, le ministre a tenu à honorer de sa présence, à marquer de sa présence cette manifestation pour montrer l'engagement que nous avons donc à effacer les frontières. Je crois que c'est vraiment très important, effacer les frontières entre les différents intervenants au profit d'une mission. Notre mission, c'est celle donc, de la protection des Français, de l'action humanitaire à l'étranger, au profit donc, de populations tierces, et donc de trouver les meilleurs moyens de le faire. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les fondations ont la même vocation. Chacune a sa spécialité, sa vocation. Certaines vont insister plutôt sur les questions de genre, d'autres sur des questions liées à une compétence. Donc, ça peut être vraiment des mises à disposition de moyens ou de compétences. Donc, c'est une géométrie variable, un secteur, encore une fois, très pragmatique. Nous sommes des gens pragmatiques, on doit répondre à des questions qu'on nous pose. Comment est-ce qu'on répond le mieux possible à une crise, à une situation donnée concernant des personnes et trouver les meilleurs moyens de le faire. Voilà. Et je donne un dernier exemple, sans vouloir être trop long, mais pour l'assistance humanitaire en Haïti, lors des cyclones, c'était il y a quelques mois maintenant, on a réussi à mettre dans un avion des fondations d'entreprises, la direction générale de la sécurité civile, des ONG, du matériel du centre de crise, tout le monde est parti ensemble et on a été parmi les plus rapides à répondre par un avion affrété par le centre de crise pour permettre à tout le monde de travailler ensemble et nous en sommes fiers.
Alors je pense qu'il y a une question qui va arriver sur le Front Croix-Rouge parce que on sait, et Peter Maurer nous l'avait dit au précédent FEH, c'est qu'au départ de la démarche du Comité international de la Croix-Rouge, Henri Dunant a beaucoup travaillé avec le secteur marchand, avec des entrepreneurs. Alors Virginie est une spécialiste de l'action humanitaire. Le Front Croix-Rouge se positionne comment sur cette question-là? Alors c'est vrai que bon, là, le Fonds Croix-Rouge, là, cette semaine, laisse place à la Fondation Croix-Rouge pour la recherche. C'est vrai, ce qui nous intéresse dans toute cette thématique finalement de rapprochement entre les États et les entreprises ou fondations d'entreprises, c'est voir comment elles innovent, ce qu'elles apportent à l'action humanitaire. D'ailleurs, ce sera intéressant d'en savoir plus sur les contextes aussi. La signature de la Convention concernait, je crois, 12 fondations ou associations, de voir si ça concerne autant les catastrophes naturelles, les conflits, les flambées épidémiques, si on est vraiment sur tous ces contextes de l'action humanitaire. Mais c'est vrai que les États continuent à avancer. C'est le gouvernement belge qui a mis en place avec le CICR, ça a été signé avec Peter Maurer, le président du CICR, les premiers Humanitarian Impact Bonds, qui du coup font intervenir 3 acteurs, puisqu'il y a les États, les investisseurs et les ONG ou les organisations de solidarité internationale. Donc est-ce qu'on est aussi dans cette démarche de continuer à innover, mais tous ensemble, en partenariat, en dialogue, que ce soit à travers les ONG, les États, les investisseurs du secteur privé? Non, c'est exactement ça. Enfin, je pense que là, encore une fois, on n'a pas de doctrine, on n'est pas des doctrinaires, on théorise, mais souvent après coup, parce que je veux dire, on bâtit un petit peu notre façon de faire par l'expérience, par l'accumulation des remarques des uns et des autres. Et je crois que le mot important que vous venez d'utiliser, c'est celui d'innovation. Je crois qu'on est un secteur innovant parce qu'on est constamment en réaction. Et la réaction, on ne sait pas d'avoir une façon de faire qu'on ne change pas, c'est au contraire de s'adapter en permanence. Et donc je pense qu'on doit s'adapter, fédérer encore une fois. Moi je crois que ce qu'on a vu sur le climat est extrêmement intéressant, dans laquelle finalement, quand les acteurs sont défaillants au niveau de l'État, on a vu aux États-Unis, des villes, d'autres organismes, des fondations se mobiliser pour maintenir la flamme, si j'ose dire, de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est intéressant, je crois que d'une certaine manière, il faut décloisonner, ouvrir. Et donc, nous, on n'a pas de barrière. On n'a pas de barrière théorique. Ce qui compte, c'est la mission et que tout le monde soit animé par un cahier des charges commun. Donc c'est ça qu'il faut bâtir, encore une fois, de manière pragmatique. Donc il n'y a pas de limite en soi. Il n'y a pas non plus un objectif, on n'a pas une feuille de route très précise. On a un chemin qu'on suit et qui vise à rassembler donc, tous ces acteurs progressivement. Ce qui est intéressant, c'est que lors de la dernière visite du commissaire européen pour l'action humanitaire, Stylianides, on a eu cet échange, il nous a demandé quelles étaient nos procédures, parce que précisément, il avait eu vent des conventions qu'on passait avec des fondations, et voulait s'en inspirer aussi pour voir comment l'Union européenne pourrait, à travers ECHO ou d'autres organismes, procéder de la même façon. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce débat d'idées, cette mobilité. Donc on n'est pas arrêté sur un modèle, on est dans le développement permanent de nouvelles idées. Alors, peut-être que certaines associations, ONG se disent, mais finalement, alors est-ce que le centre de crise va donner des moyens à des fondations d'entreprise ou des fondations familiales, puisqu'en l'occurrence, la Fondation Mérieux passe toujours pour une fondation d'entreprise, mais c'est l'entreprise qui possède le groupe et c'est l'entreprise qui a la fondation familiale. Donc je rappelle au passage que la Fondation Mérieux est une fondation familiale et pas une fondation d'entreprise. C'est des statuts différents en fait. Hein. Il y a 7 statuts de fondation en France qui se sont développés. Donc cette question, des ONG vont se dire, mais alors maintenant qu'il y a des arrangements, des partenariats avec le centre de crise, ça veut dire que des fondations vont avoir des moyens. On sait bien que c'est l'inverse, mais c'est peut-être bien de le préciser, que ces fondations aussi s'inscrivent dans une feuille de route commune qui peut se faire sur certaines crises pour essayer aussi de mieux se coordonner. Et là, j'ai en tête la démarche que l'on a entreprise avec le groupe de concertation humanitaire. C'est à un moment donné de se dire, chacun peut faire ce qu'il veut, parce qu'il est libre, mais on peut aussi à des moments se coordonner et faire converger les moyens. Est-ce que c'est ça dont on parle ? Oui, je crois que c'est tout à fait ça, Benoît. Non, on est dans une démarche, d'abord, effectivement, c'est la mise à disposition de moyens d'une action collective. Donc, encore une fois, je veux dire, on travaille ensemble, personne ne cherche à récupérer le bénéfice d'une action. On est dans une action collective. Je crois que c'est vraiment très important. Et effectivement, dans les débats qu'on a dans le groupe de concertation humanitaire, c'est de développer de nouvelles idées. Donc, de voir comment on peut travailler, effectivement, à géométrie variable. Il n'y a pas
Alors, on apporte chacun sa contribution à la réflexion. Moi, je pense que les années qui viennent vont voir un développement de ces moyens. Nous, les moyens, on a un enjeu, alors qui dépasse très largement la question des fondations, c'est celui de la place de la France dans l'action humanitaire sur le plan mondial, de son rang parmi les bailleurs. Donc ça, c'est une autre question. Donc là, pour l'instant, moi, je pense qu'on peut souvent faire beaucoup avec des moyens relativement modestes, quand ils sont bien utilisés, quand ils sont bien fédérés. Et quand je vois ce qui s'est fait, par exemple, à Part d'Arrache, où au lieu de prendre en charge des problèmes un petit peu partout, on a concentré notre action sur un camp de déplacés. Et on a pris en charge tous les aspects de la vie dans ce camp, avec un centre psychosocial, des écoles, une action sanitaire, etc. Et je pense que là, on est beaucoup plus efficace. Finalement, on traite plusieurs milliers de personnes avec des moyens relativement modestes, parce qu'il y a cette fédération. Je pense qu'il faut avoir toujours à l'esprit l'objectif qu'on s'assigne. Moi, les doctrines, c'est très bien. Je ne suis pas très pour avant. Après, c'est bien, parce qu'après, il faut quand même écrire un petit peu et voir comment on peut progresser. On progresse à partir du socle qu'on a bâti. Et on le bâtit ensemble. On va se retrouver dans quelques jours au Pensières, au Forum Espace Humanitaire. Je crois que c'est très bien d'avoir aussi tous ces espaces de discussion. Les idées bougent, les idées progressent. On revient avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions. La concertation humanitaire, la terminaison nerveuse importante que constituera le 22 mars la conférence nationale humanitaire. Et c'est ça qui est important, c'est collaboratif. Bien sûr que chacun reste dans sa personnalité, son rôle. On ne va pas faire changer une fondation d'entreprise, une entreprise, une ONG, l'État. Alors nous, on est un petit peu dans une position, je dirais, pas schizophrénique, mais on est à la fois le représentant de tout cet effort, de ce monde associatif bouillonnant d'idées et d'activités sur lequel on s'appuie, qu'on finance modestement, mais qu'on finance, avec lesquels on travaille, et entre l'État, et on est souvent donc aussi un propagandiste vis-à-vis de notre hiérarchie, vis-à-vis des décideurs, pour faire progresser donc nos idées communes. Je crois que c'est pour ça qui est important. Le ministre présidera cette conférence nationale humanitaire, parce qu'on tient à ce que la stratégie nationale humanitaire qui sera adoptée à ce moment soit un domaine partagé. Pas quelque chose qui divise, mais qui rassemble et qui donne une direction au travail qu'on fait ensemble. Donc on voit un secteur très dynamique. On parle des fondations d'entreprise, mais il y a aussi des fondations qui sont créées par les organisations de la société civile. Donc je pense que tous les représentants de ces acteurs seront présents à la conférence nationale humanitaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une spécificité française ou peut-être une dynamique qui est assez unique à la France, qui est en train de se mettre en place en ce moment ? Je pense que c'est une dynamique qui se poursuit. Elle a commencé, et quand je regarde dans le rétroviseur, quand je vois ce qui s'est fait, la première stratégie nationale humanitaire, c'est un peu des balbutiements. Le premier texte était peut-être plutôt une collation d'idées, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est effectivement dans une création de quelque chose de nouveau, c'est un laboratoire d'idées. Moi, ce que je trouve frappant, finalement, c'est que bien qu'on soit un bailleur modeste, on intéresse nos partenaires étrangers, parce que sur les façons de faire, sur les méthodes. Alors c'est peut-être très français d'avoir des idées et pas de pétrole, mais en tous les cas, on a des idées, on les met en œuvre et on fait beaucoup, parfois avec peu de moyens. Et en plus, je veux dire, grâce au travail qu'on fait ensemble, on peut créer des méthodes. Alors évidemment, il faut que le financement suive. Je pense que c'est un des grands enjeux pour nous dans les années qui viennent, de remonter le niveau de notre APD en général, de remonter le niveau de l'humanitaire au sein de l'APD et de devenir un partenaire plus présent par le financement. Mais tout ce qui se fait déjà est un laboratoire nouveau et on intrigue, on intéresse, on le voit quand on a les débats qu'on a avec nos partenaires, y compris de gros bailleurs, qui sont contents de voir ou intéressés à voir un peu comment nos méthodes évoluent. D'ailleurs, vous parlez de l'engagement du président Macron en faveur d'une hausse de l'APD, puisque le chiffre de 0,55% a été clairement énoncé. Quelle part pourrait revenir, selon vous, à l'action humanitaire internationale ? Est-ce que cela concerne autant l'urgence aiguë que la stabilisation ? En fait, est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'il faut sensibiliser finalement sur ces sujets qui sont peut-être un peu complexes, sur la répartition des compétences des uns et des autres, sur la place de l'action humanitaire dans l'aide publique au développement ? On souffre d'abord de certains défauts qui ne sont pas rédhibitoires, mais qui sont des défauts qui sont, c'est pas une accusation, c'est un constat. On a des guichets éparpillés, on a beaucoup de travail à faire, donc on travaille beaucoup à ça, je veux dire, avec plusieurs partenaires pour rendre plus lisible l'action humanitaire de la France. Alors, l'un des enjeux, effectivement, vous l'avez dit, c'est de passer de 0,38% du PIB en APD actuellement, je veux dire, qui est très en décalage par rapport à l'objectif théorique qui est de 0,7%, donc monter progressivement, et donc le président de la République a pris l'engagement que nous passerions donc, dans les 5 années à venir à 0,55% du PIB. Très bien, donc ça c'est l'APD en général, l'aide publique au développement. Au sein de cette aide publique au développement, actuellement, la France consacre
2% à peu près de son aide publique à l'humanitaire. La moyenne OCDE est de 12%. Donc on est en décalage à la fois quantitatif et qualitatif, relatif dans la répartition. Donc il y a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est d'augmenter l'APD d'une manière générale. Le deuxième enjeu, c'est de faire remonter l'humanitaire et tout ce qui relève de l'urgence. Parce qu'effectivement, il y a l'urgence humanitaire, la stabilisation, qui est cette étape intermédiaire entre l'urgence humanitaire pure, si j'ose dire, et le moment du développement, où il faut être présent, par exemple, sur un théâtre comme celui de la région de Mossoul et de la plaine de Ninive après l'éviction de Daesh, d'être là pour aider au retour des déplacés, faire du déminage, aider la société à se rétablir, à les déplacer à rentrer, créer les conditions propices à une action de plus long terme. Donc il faut effectivement que toutes ces actions, qui sont à la fois humanitaires et politiques, c'est un engagement politique, donc il faut que nos politiques, pour répondre à votre question, il faut qu'il y ait une plus grande sensibilité. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, il faut savoir quels outils on va devoir utiliser. Et l'outil de l'urgence, c'est un outil unique, puisque le président de la République décide qu'on va devoir être présent à Mossoul après le départ de Daesh. D'accord, avec quels moyens? Et donc il faut effectivement augmenter les moyens de l'action d'urgence d'une manière générale. Donc je crois que ça, c'est une conscience maintenant qui se développe parmi. Et il y a un gros travail à faire. On en a parlé souvent ensemble. On en parle dans le cadre de la concertation humanitaire. On en parle avec notre ministre. C'est de développer auprès des parlementaires, auprès des hommes politiques, tous ceux qui sont les décideurs. Je crois que c'est un travail collectif que tout le monde doit mener. Les ONG comme nous, on le fait d'ailleurs ensemble. Développer cette conscience, ou plutôt le sentiment de l'adéquation des outils à l'objet qu'on veut atteindre. Et ça c'est un point très important, bien sûr, parce que là on parle de l'APD, on parle des moyens, et je pense aussi qu'il y a une idée qui est la prise en compte du potentiel du développement des fondations. Je rappelle qu'entre 2010 et 2017, les fondations en France ont été multipliées par de 1000 à 2000. Donc c'est encouragé par l'État. Or, en Europe comme aux États-Unis et en France, schématiquement, les fondations donnent 80% de leurs moyens sur le territoire, et donc 20% international. Aux États-Unis, il y a l'effet de la Fondation Gates. Donc effectivement, étant dans le dispositif des fondations françaises, après avoir été dans des ONG, on perçoit le potentiel. Mais il faut rassurer aussi, comme toujours, quand on est à l'international, c'est loin, les gens se disent mais à quoi ça va servir, où ça va, à quoi ça sert. Il faut l'effort d'APD, mais je pense que plus il y aura un effort aussi de fondation, individuelle, familiale, etc., plus il y aura une pression qui va s'exercer pour dire mais on veut aussi que l'APD augmente vraiment. Donc on a un enjeu commun, je pense, et c'est d'ailleurs pour ça que lors de la signature, nous avons pu proposer le Centre français des fondations, que notre assemblée générale ait lieu, si possible, au sein du ministère des Affaires étrangères, parce que je souhaite que nos adhérents, effectivement, résonnent dans un monde sans frontières. Aujourd'hui, on parle de pauvreté chez nous, on parle de migration. Quand on parle d'environnement, c'est sans frontières. On a donc une responsabilité, nous qui sommes ici conscients de ces actions-là. Je pense qu'il y aura plus de pression sur l'État s'il y a aussi plus d'acteurs privés qui, eux, mettent des moyens. Et enfin, ça, c'est un pari que l'on fait. En tout cas, c'est dans cette connaissance de montrer qu'on doit raisonner sans frontières. C'est un enjeu majeur de se donner une capacité supplémentaire, parce qu'au bout du compte aussi, on peut faire des grandes déclarations, des grands discours sur l'action humanitaire internationale, sur le développement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, à l'instant où on parle, sur le terrain? Qu'est-ce que l'on fait? Avec quels moyens? C'est un point clé qui concerne ces acteurs ONG, des ONG des moyens, mais aussi aujourd'hui on peut espérer de philanthropes, de fondations qui soient en confiance et qui puissent apporter davantage. Enfin, oui, je pense qu'il y a aussi un enjeu d'influence. Dans une politique d'influence, on a une façon de faire. Les ONG françaises ont été novatrices, ont créé des façons de faire, des procédures. Elles ont été les principales récipiendaires des certains nombres de fonds, des fonds européens notamment au début. Aujourd'hui, un des enjeux, et c'est à travers le financement, c'est important d'avoir cette capacité d'influence nous-mêmes dans les appareils, dans la façon de penser, c'est de défendre aussi notre façon de faire. Je crois qu'on a aujourd'hui un savoir-faire, on a des ONG qui sont très très rapides, qui sont sur le terrain très rapidement. Et notre travail, nous-mêmes avec des moyens des fois modestes, c'est de porter sur le terrain le plus vite possible cette capacité de réaction pour mettre le pied à l'étrier et avoir un effet un peu de cliquet ou un effet de levier donc il y a l'enjeu de demain, c'est aussi de garder ces outils, de garder cette capacité d'influence, de savoir-faire à la française aussi. Alors on n'est pas chauvin, mais je veux dire on a quand même aussi à cœur de défendre la façon dont on procède et donc d'avoir les moyens de le faire. Donc je crois qu'il y a cette fédération de moyens est un des moyens, effectivement, comme tu le dis, de
faire pression, en tous les cas de faire un effort de conviction, sinon de pression, de convaincre les uns les autres que c'est la bonne voie. Je crois qu'aujourd'hui c'est un enjeu important pour nous, même en tant que pays, je veux dire, au-delà des personnalités de chacun, des ONG, des entreprises, etc., d'avoir à l'esprit, je veux dire que si on veut continuer à peser et être à la hauteur de notre responsabilité dans le permanent du Conseil de sécurité, où on est parmi les leaders dans le travail sur le droit international humanitaire, etc., très bien, au Conseil de sécurité, on fait des choses très bien, il faut aussi avoir les moyens derrière d'appuyer et de financer pas seulement les ONG, financer aussi les agences des Nations Unies. Je veux dire ça que l'effort humanitaire, sa crédibilité passe par une capacité de traiter les différentes dimensions, donc sur les différents terrains. Et c'est vrai que là, on peut revenir un peu sur le nom, centre de crise, mais aussi de soutien. Vous parlez beaucoup d'action, de réaction, de mettre en place d'outils, mais aussi une des grandes forces de la France, et d'ailleurs de la pensée francophone en général, c'est aussi peut-être de savoir prendre la distance, analyser, rendre visible, partager, et peser aussi à travers cette prise de distance, ces analyses, ces recherches qu'on peut apporter, parce qu'il faut aussi savoir capitaliser sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on sait faire bien. Donc là, je pense qu'il y a peut-être aussi un enjeu sur cette synergie aussi de réseau, de dialogue entre les ONG, les entreprises, l'État, sur justement la capitalisation, le partage et puis la diffusion à travers la recherche des actions qui sont menées sur le terrain et de les rendre plus visibles et de pouvoir les partager et les défendre au niveau mondial. Ah, je suis parfaitement d'accord. D'abord, c'est pour ça qu'on a ce laboratoire. Je pense qu'on est conceptuellement et pratiquement dans le travail qu'on fait quotidiennement tous ensemble. Je veux dire, on peut être fier de ce qu'on fait. Je veux dire, mais simplement, le problème, c'est que pour que cela porte bien, il faut aussi que derrière, il y ait les moyens. Et je pense que l'enjeu, c'est ça aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de complexe sur notre façon de faire, on n'a pas de complexe sur nos méthodes, sur notre réflexion. On a effectivement, je crois, beaucoup de très bonnes choses à faire valoir. Peut-être qu'on ne les met pas suffisamment en relief, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'elles sont souvent bien connues de nos partenaires. Mais il y a un problème de crédibilité. Et je pense qu'on n'échappe pas, le moment venu, à ce couperet, qui est celui qui nous a exclus finalement au sommet humanitaire mondial à Istanbul, un centre de forums, parce que ces forums étaient réservés à des bailleurs qui étaient à un niveau... Voilà. Et donc on est aujourd'hui à un rang insuffisant pour peser de tout notre poids malgré nos bonnes idées. Donc il faut quand même ne jamais perdre de vue cet aspect, je veux dire, qu'on doit défendre auprès de nos politiques, auprès des décideurs. Et donc les nouvelles sont bonnes, parce qu'on sait qu'on va on entre dans une trajectoire qui est positive d'augmentation de nos moyens. Il faut veiller à ce qu'elle soit faite et que la pondération interne fasse qu'effectivement tout ce laboratoire d'idées soit bien valorisé par une part suffisante au sein de l'APD, de l'action d'urgence en général, humanitaire en particulier. Et je pense qu'il y a aussi un intérêt de retrouver des synergies parce que pour tous ceux qui sont sur les terrains humanitaires, on voit des tas d'acteurs, parfois très clairs, associations, ONG, entreprises ou multiformes, on ne sait pas trop. Moi, j'ai deux exemples en tête qui viennent des années 90. D'abord, Nutri7, l'engagement de Michel Descanes, et avec le travail à l'époque que l'on fait avec ACF, avec MSF, avec André Bérien de l'OMS, on aboutit par l'engagement d'un entrepreneur, Michel Descanes, au Plan Pilote et tout ce qui va suivre derrière. Et en parallèle, au Libéria, on voit que le minerai de fer du mont Nimba est exploité par des enfants soldats et par les intermédiaires dans ce système mafieux aboutit à l'époque Universal-Silor. Donc je me dis, il faut que j'aille voir chez Universal-Silor et que je leur explique que leur minerai de fer, ils ne le savent pas parce que c'est des intermédiaires, ils viennent de Libéria. Enfin je fais court, la tribune de l'économie en a parlé. Ce que je veux dire par là, c'est que, et donc du coup, c'était dans les années 90, Universal-Silor a pris l'engagement de stopper. Ils ont expliqué qu'effectivement, il était beaucoup moins cher que sur les marchés brésiliens et australiens. Donc ça, c'est des réalités aussi de terrain, et on peut espérer que par ce dialogue et ces rencontres inter-centres de crise d'ONG et d'entreprises, on puisse se parler franchement et dire à un moment donné à telle entreprise qui a opinion sur eux, attention, vous êtes par des intermédiaires, parce que ça ne se fait pas directement, les gens ont leur principe. Donc on a de toute façon sur le terrain la proximité avec un acteur économique qui vient quand c'est solvable. Quand c'est pas solvable, de toute façon, il y a des formes de marché qui se font au noir ou pas, mais on voit ces pratiques-là dans tous les contextes. Donc je pense aussi, là on évoquait à l'instant la question des moyens, de l'APD, de ce que les entreprises, des fondations d'entreprises, des personnes, des philanthropes doivent amener, mais non seulement sur notre territoire, dans l'art et la culture, c'est important, mais dans l'humain, dans l'environnement, dans l'humain, parce que les fonds sont considérables dans l'art contemporain, etc., par des fondations, c'est bien, je respecte ça, mais on peut se dire on a des priorités humaines et humanitaires, et c'est notre rôle d'insister là-dessus, nous qui sommes en première ligne.
Maintenant, après, sur ces terrains, avec plus de moyens, on voit des pratiques très différentes. J'ai l'exemple de Nutri-7, voilà, l'entreprise, et d'autres entreprises qui parfois le font ou ne le savent pas. Donc on a cette information qu'on va pouvoir partager, puisque l'humanitaire, en principe, est toujours une étape vers une reconstruction. Et une reconstruction, c'est en principe une autonomie de personne, de ne pas être dépendant de telle ou telle ONG ou de telle ou telle entreprise, mais une certaine liberté économique qui fait que les gens peuvent avoir leur choix. Enfin là, je suis dans le schéma théorique. Hein. Donc, est-ce qu'on peut effectivement aussi espérer que par cette convergence d'ONG, d'acteurs entrepreneurs qui ont un rôle à l'international d'une façon ou d'une autre, parce que ceux qui sont internationaux, enfin qui s'interrogent dans cette démarche-là au centre de crise, c'est qu'ils ont un intérêt international et tant mieux, puis d'autres vont venir, pour justement aussi faire progresser, je dirais, parfois ces logiques globalement. Je pense par exemple à un domaine alimentaire. On peut avoir des stratégies d'entreprise dans des pays qui vont laminer une certaine souveraineté ou autonomie alimentaire, et qui fait que des ONG comme ACF et d'autres vont à chaque fois devoir réparer les choses, ou pouvoir aussi avoir un dialogue au-delà d'une crise, de dire, bah, écoutez, travailler différemment avec ces populations-là, dans un esprit de compétition. Donc, en fait, ça fait appel aussi à un principe de responsabilité d'entreprise, et derrière, ce sont des salariés, ce sont des gens qui ont ce besoin-là de sens. J'anticipe un peu, mais on sait qu'on a encore des marges de progression dans ce dialogue-là pour savoir finalement que chacun s'affiche dans ses finalités claires. Je dirais, moi, je pourrais caricaturer les ONG qui ne font que perfuser des gens, sans leur rendre... Enfin voilà, on sait ça, en amenant du service et de façon presque industrielle. Enfin, c'est-à-dire, mais c'est quoi ça? À un moment donné, il faut arrêter. Oui. Ou des entreprises aussi qui rendent dépendants ou qui cassent des marchés, des logiques. Ça, c'est nos réalités, on les connaît, et on peut espérer aussi que par nos dialogues, on puisse aborder ces questions-là, au final. C'est qu'est-ce que l'on veut transmettre à des populations, enfin, qui sont d'abord elles-mêmes devraient être en charge de leurs capacités quand elles le peuvent, leur redonner ces capacités-là, leur redonner leur souveraineté quand elles ne l'ont pas. Je pense qu'il y a deux ordres d'idées à partir de l'exemple de Nutri-Science notamment, mais d'abord, premièrement, la question du temps. Effectivement, moi j'avais été frappé lors de visites que je faisais sur le terrain en posant la question à certains acteurs de l'action humanitaire de savoir quelle était leur date de départ. Parce qu'à un moment, il faut effectivement, dans certains domaines, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un effet de substitution. Et donc, on est dans du développement ou de la substitution à l'État pour un certain nombre de fonctions. Donc ça, malheureusement, c'est des choses qui ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Moi, je prends l'exemple de ce qu'on a fait en Irak, parce que je pense que c'est important aussi, et je reviens du Liban, où j'étais en poste avant, la question nous était constamment posée de savoir ce qu'on voulait. Est-ce qu'on n'était pas là pour le reproche qui nous était fait, qui était un reproche erroné, mais néanmoins présent, de vouloir fixer les populations. C'est le contraire, on veut leur retour, les retours des déplacés, le retour des réfugiés. En Irak, lorsqu'on a fini nos projets d'écoles, de centres psychosociaux à Bardarach, on a un projet... On a veillé aussi à un moment à ce que avec les ONG partenaires, à ce qu'il y ait un transfert, une fois les projets en route, une appropriation par les réfugiés, par les populations concernées, et puis aussi la préparation du retour. Et comme la région de Mossoul et de la plaine de Niv a été libérée, voir tout de suite avec nos partenaires comment on pouvait transposer une action ou la poursuivre, parce qu'on ne peut pas non plus créer des conditions finalement entre guillemets plus favorables pour des populations qui n'avaient peut-être pas connu de tel degré d'accompagnement dans certains domaines, psychosocial, etc., et voir comment on passe à l'étape d'après. Donc je crois que c'est très important d'avoir effectivement, comme tu l'as dit, la notion du temps. Il y a un moment où l'action d'urgence ne peut plus... Elle est durable, malheureusement, pas mal de crises, mais doit céder la place à une appropriation, et puis à la deuxième étape, l'étape suivante, qui est la stabilisation, le retour, etc. Deuxièmement, dans la relation avec les entreprises, si on peut élargir un tout petit peu le débat, nous, en tant que centre de crise et de soutien, on est en contact avec les entreprises à plein de niveaux. On l'est pour la protection des Français, d'abord parce que les entreprises sont des employeurs, qu'elles ont la responsabilité de ces employés français et étrangers, d'ailleurs, à l'étranger, des fois des capacités d'action, etc. Donc on a un dialogue régulier avec tout le monde de l'entreprise. Les entreprises en général, les entreprises dites de sécurité, celles qui aujourd'hui, malheureusement, sont de plus en plus nécessaires dans des théâtres difficiles pour assurer la sécurité d'acteurs, qu'ils soient des opérateurs publics ou des sociétés privées. Tout le monde du voyage, les tours opérateurs, les agences de voyage, donc travailler à fluidifier, à avoir une vision la plus partagée possible, chacun son métier. Mais en même temps, on a quand même le souci que tout le monde puisse bien faire son métier et que les Français soient protégés. Donc ça, c'est Et puis il y a tout le domaine aussi de l'humanitaire, donc on en a parlé avec les fondations, mais aussi la promotion, parce que je pense qu'il ne faut quand même pas être naïf, il faut aussi la promotion des entreprises. Donc on a une fonction aussi de soutien aux entreprises dans les théâtres de crise, de deux manières. Premièrement,
au profit d'une opération de maintien de la paix ou pour favoriser le déploiement d'une aide de l'Union européenne. Il y a des appels d'offres, etc. Il faut qu'une entreprise soit présente, qu'on pense aussi à l'emploi en France, à la façon de faire, et puis avec des bonnes méthodes. Mais il y a aussi toutes les entreprises comme Nutri-7 qui ont des produits qui peuvent être extrêmement intéressants, et donc les placer aussi, parce que c'est des bons produits, qui peuvent être édicteurs de normes, c'est le cas de Nutri-7, et donc dans toutes les instances, les stocks des Nations Unies, il y a des espèces de test match, comme dans Que Choisir, hein, on prend les meilleurs, et ces meilleurs deviennent l'étalon auquel il faut... Et donc on va aussi aider nos entreprises, et souvent des PME très innovantes dans l'humanitaire, à se placer, à savoir où sont les appels d'offres. Donc c'est important d'avoir, parce que c'est bien dans les deux sens, parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées, de bons produits, et en même temps, je veux dire, donc soutenir notre façon de faire, notre façon de voir. Donc la relation avec le monde de l'entreprise, elle est multiforme, et je pense qu'elle doit être mieux partagée. Alors, chacun a ses résistances. Je crois qu'autrefois, si on regarde la situation il y a 20 ans, les ONG étaient très très jalouses de leur autonomie, de leur personnalité, ce qu'elles sont toujours d'ailleurs très bien. L'État était considéré un peu comme avec méfiance, parfois plus que de la méfiance. L'entreprise n'était pas considérée comme un partenaire naturel. Et je pense que justement, c'est ça qui est intéressant. C'est de faire en sorte que, tout en gardant chacun sa façon de faire, sa façon de voir, etc., mais que les intersections soient de plus en plus larges sur les terrains où on peut travailler ensemble. Et c'est vraiment dans tous les domaines. Donc je pense qu'il faut être pragmatique, et après avoir été pragmatique, et dicter un petit peu des façons de faire pour que ce soit plus durable. Parce qu'il faut aussi que c'est bien de faire des choses de coup par coup, mais avoir un petit peu des procédures qui permettent donc avec les fondations, ce qu'on a fait, c'est ouvrir un chemin tous ensemble. Hein. Personne ne s'arroge l'idée géniale d'avoir ouvert cette voie, mais cette voie est ouverte maintenant, donc on peut consolider. Et donc maintenant, on a une vision plus claire de ce qu'on veut faire. Au début, on a un peu tâtonné, on a cherché des choses, etc. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'être constamment en mobilité. C'est pour ça que c'est bien de se retrouver dans les groupes de concertation humanitaire, dans les forums espaces humanitaires, dans les différentes rencontres, et d'ouvrir, constamment ouvrir des portes. Je crois que c'est... Alors il y a des portes après qui mènent nulle part, il y a des portes qui mènent quelque part. Voilà, faut pragmatisme, et puis après, je veux dire, un petit peu consolidation, et puis à partir du socle, essayer de progresser. Rien n'est jamais linéaire, malheureusement, dans le progrès, mais essayer de faire en sorte qu'il soit le plus linéaire possible et qu'on continue à avancer. Donc en conclusion, finalement, chacun reste à sa place, mais dans un dialogue renforcé, qu'on soit une ONG, une fondation, une entreprise, une agence étatique ou une agence multilatérale ou un centre de recherche. Donc vous pensez qu'on est sur la bonne voie, sur ce dialogue renforcé qui crée de l'innovation et finalement, au bout du compte, est au service des vulnérabilités dans le monde ? Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie, oui. Moi, le mot que j'aime bien et qui était un peu galvaudé, mais c'est l'équipe. Donc, on travaille mieux en équipe, et donc en équipe, chacun a son rôle. Hein, je veux dire, voilà. Donc, dans une bonne équipe, il y a de tout. Il y a des gens qui ont des savoir-faire, et nous, il y a des savoir-faire qu'on n'aura jamais. D'abord, on n'est pas là pour ça. Donc, il faut agréger les savoir-faire pour les mettre au profit d'une mission. Voilà. Donc, là, c'est le sens de l'équipe. Je crois que c'est vraiment ça qu'on cherche. Moi, je pense qu'on est sur le bon chemin, bien sûr, et j'espère qu'on va continuer à progresser. Et je suis, de ce point de vue-là, optimiste. Est-ce qu'on pourrait espérer avoir le président de la France s'engage, de la fondation La France s'engage, qui vienne aussi sur le domaine international? Je dis ça parce que son DG est un ancien de l'humanitaire, de la CF et de l'MDR, et que le président est un ancien président. Donc voilà, c'est un challenge qu'on peut se donner aussi, de voir si la France s'engage, qui donne des sommes conséquentes sur les projets en France. Parce que pour moi, c'est aussi notre devoir commun, c'est d'attirer plus d'acteurs, plus de moyens sur la scène internationale et de raisonner sans frontières. C'est vrai quand on est dans le domaine des maladies, c'est moins vrai dans d'autres domaines, mais c'est vrai pour l'environnement. Et là, je crois effectivement que c'est un des enjeux, comme on l'évoquait avec les parlementaires pour la conférence nationale humanitaire, c'est de montrer qu'à un moment donné, il y a une convergence de moyens. Après aussi, de quelles pratiques d'entreprise, d'ONG, au regard d'aspects humanitaires, de reconstruction, de réhabilitation. C'est intéressant de pouvoir l'évoquer, et qu'on est encore, effectivement, je pense, devant une forte marge de progression dans le dialogue, dans la compréhension de ce qui peut être réalisé. Je ne sais pas ton point de vue, Virginie, là-dessus, vu du Fonds Croix-Rouge, la Fondation, pardon. La Fondation Croix-Rouge, nous, de toute façon, on est du point de vue du dialogue, la création d'outils comme la revue Alternative Humanitaire ou l'organisation d'événements comme à Beyrouth récemment. L'idée, c'est vraiment ça, c'est être dans la convergence des acteurs et d'être vraiment aussi, vous l'avez énoncé tout à l'heure, en gardant à l'idée ce défi de la taille critique, de comment peser demain, comment se
faire entendre, comment être crédible et légitime. Et là, je pense qu'on est dans un secteur effectivement qui va se concentrer d'un côté, donc avec des enjeux de concentration, mais aussi des enjeux d'une aide plus locale qui va aller directement aux ONG des pays bénéficiaires. Donc là, on va faire face effectivement à un double défi de rester dans ce secteur qui se concentre avec des très gros acteurs, bailleurs et ONG, mais en même temps en œuvrant pour que l'aide soit de plus en plus à proximité et en faveur des ONG locales. Et ça, je pense que c'est un défi qu'on ne pourra effectivement aborder qu'en équipe. Un dernier mot on a beaucoup parlé d'urgence. Un des enjeux aussi, alors outre celui des moyens, tout ce qu'on a déjà évoqué, je pense de manière assez pas exhaustive, mais enfin assez large, c'est la bonne cohérence d'une action entre l'action d'urgence et le long terme. On a des acteurs, on a une agence française de développement qui a des moyens considérables, même s'ils sont jugés insuffisants au titre de notre APD, mais qui sont considérables, un savoir-faire. Et donc il faut surtout bien articuler les moyens entre l'action d'urgence et le long terme. Et c'est ça qui garantira aussi le succès, c'est d'avoir des moyens d'anticiper. Le développement, c'est une anticipation d'une certaine manière pour éviter que les problèmes ne se reproduisent de manière plus durable. Donc nous, on va être urgentiste. L'urgentiste va travailler aussi au lien entre la sortie de la situation d'urgence et le monde du développement. Il faut bien que le temps du développement soit adapté, donc en amont et en aval. Mais pour ce qui nous concerne, donc, quand on est en sortie de crise, de veiller à ce que les moyens soient bien en continuité, qu'il y ait bien une vision commune aussi de tous les outils de l'État, avec Expertise France, avec l'AFD, avec tous nos moyens, nos agences, etc. Donc je crois que ça c'est aussi un des débats importants, d'une meilleure coordination des moyens, d'une optimisation des moyens, avec une vision plus politique. Et là je pense qu'on revient toujours derrière la question finale, c'est le politique doit avoir une vision claire des outils qu'il veut utiliser et en adéquation avec les objectifs qui s'assignent. Ça c'est important effectivement de le pointer dans ce rendez-vous, dans cet entretien. Il y a donc une question de moyens à apporter face à des situations humanitaires, et puis il y a un dialogue par rapport à des politiques avec l'ensemble des acteurs qui agissent au terrain, on l'a vu, ONG et entreprises, puisque les entreprises sont à l'international, agissent dans un pays, de quelle façon elles agissent, dans une urgence ou une construction, et là qu'elles acceptent qu'on puisse en parler aussi, quel est le sens de vos activités, de vos actions, est-ce qu'elles vont, si on prend une question alimentaire ou une question sensée, dans quel sens, elles contribuent ou pas, quels moyens. Ça, c'est effectivement un domaine aussi qui va être intéressant. D'abord l'apport de moyens, et après l'apport de moyens, au service de quoi? De quelle finalité dans une urgence et vers quelle orientation? Je crois que là, on a conscience, les acteurs humanitaires ont bien conscience des limites aussi de leur capacité, de leurs moyens, et que donc de la nécessité de pouvoir le faire, bien sûr, dans l'intérêt des populations, avec les populations, mais dans une reconstruction économique. Ben c'est un an, oui, c'est la responsabilité sociale des entreprises qui est qui se développe, et ça c'est très important. Je crois qu'on est de plein pied dans ce débat, oui. Voilà. Alors moi j'aurais une question, puisqu'on arrive à la fin, une dernière question, c'est on est entouré de guitares, une petite et une grande guitare, un morceau de référence qui te vient à l'esprit Ouh là là, c'est difficile ça. Il y en a tellement. Bon, On est un peu sur la prise de Johnny en ce moment, mais peut-être en dehors. Je sais non, pas. moi ce serait plutôt la musique anglo-saxonne, les racines du blues et Rolling Stones. Donc elle est Can't You Hear Me Knocking. Voilà. On aura droit à un échantillon peut-être la semaine prochaine alors. On verra. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.